Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, au nom de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire empêché, permettez-moi d'adresser à Son Excellence Monsieur Vuk Jérémy les chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement ivoirien pour sa brillante élection à la présidence de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais l'assurer de la pleine collaboration de la représentation ivoirienne au succès de son mandat. Je voudrais également adresser à son prédécesseur, Son Excellence Nassir Abdelaziz Al Nasser, toute la satisfaction de ma délégation pour le travail accompli et les résultats encourageants enregistrés sous sa présidence. Son engagement pour la cause commune a permis à notre organisation de jouer pleinement le rôle que lui confère la Charte des Nations unies. Je renouvelle au secrétaire général, Son Excellence Ban Ki-moon, mes sincères remerciements pour son engagement déterminé et les efforts consentis sans relâche en faveur de la paix dans le monde entier. Je lui réitère encore une fois l'infinie gratitude du Président de la République et celle de la nation ivoirienne tout entière pour l'engagement sans faille dont il a fait preuve pour la Côte d'Ivoire. À travers le secrétaire général, c'est également à l'ensemble des personnels civils et militaires des Nations unies que je rends hommage pour leur inlassable action en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Madame la Présidente, le thème retenu pour le débat général de cette session, à savoir l'ajustement ou le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, se situe d'une part dans le prolongement du thème de la session précédente et surtout nous renvoie au cœur des idéaux de San Francisco qui ont conduit à la naissance de notre organisation commune. En effet, les buts assignés aux Nations unies dans sa charte se résument au triptyque paix, liberté et développement. Afin d'atteindre ces buts gravés dans la Charte des Nations unies, les pères fondateurs de cette organisation ont institué un système de sécurité collective basé sur deux principes majeurs: l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales et l'obligation de règlement pacifique. Madame la Présidente, aujourd'hui encore, plus qu'hier, nous devons renforcer nos systèmes de sécurité collective et nous assurer qu'il est doté de tous les moyens nécessaires à son efficacité. Pour sa part, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, s'engage à s'inscrire dans le droit fil de la politique de paix et de dialogue, principe érigé en valeur cardinale par feu le Président Félix Houphouët-Boigny, qui a marqué son temps et l'histoire de la Côte d'Ivoire, voire du continent africain, par son approche pragmatique du règlement des conflits par le dialogue. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort dans la recherche des solutions durables, autant à la crise nationale post-électorale en Côte d'Ivoire qu'au niveau régional, avec notamment les situations au Mali et en Guinée-Bissau. En effet, la sécurité de l'Afrique de l'Ouest est sérieusement mise à mal par des crises militaro-politiques orchestrées par des militaires et des mouvements rebelles ou terroristes, notamment au Mali et en Guinée-Bissau. La CEDEAO, qui a toujours privilégié la voie de la négociation, comme nous y invite fort à propos le thème de la présente session, travaille inlassablement à un dénouement heureux de ces crises pour le retour à l'ordre constitutionnel,
et la restauration de la démocratie au Mali et en Guinée-Bissau. Si la situation s'est sensiblement normalisée en Guinée-Bissau, elle demeure encore très préoccupante au Mali, où des mouvements rebelles alliés à des réseaux terroristes occupent encore les principales villes du Nord qu'ils pillent et saccagent en toute impunité pour l'heure. Déterminée à mettre un terme à cette occupation abusive du Nord Mali, la CEDEAO envisage un déploiement d'une force militaire à la demande du gouvernement malien pour aider l'armée malienne à accomplir efficacement sa mission régalienne de défense et l'intégrité du territoire national. La mise en place et l'envoi d'une telle force requiert un appui conséquent de l'Union africaine, des Nations unies et de tous les partenaires au développement. En effet, la présence de mouvements apparentés à des groupes terroristes dans le Nord Mali constitue une véritable menace susceptible d'entraîner, si rien n'est fait, l'implosion de toute la région ouest-africaine et du Sahel. Madame la Présidente, lorsque l'on considère les entités non étatiques impliquées dans les conflits actuels en Guinée-Bissau et au Mali, notamment les réseaux terroristes, les groupes armés liés au réseau de criminalité transnationale et à la piraterie du Golfe de Guinée, force est de réaliser combien sont incomplets les instruments actuels de règlement de ces crises, qui sont essentiellement fondés sur la négociation et la conciliation. Il est aujourd'hui sans conteste que la recrudescence du terrorisme dans la région du Sahel en général et dans le nord du Mali en particulier en fait un sanctuaire, une zone de non-droit qui confronte l'Afrique de l'Ouest à la montée d'autres fléaux dangereux pour la sécurité non seulement de la région, mais aussi des régions plus éloignées, pourquoi pas l'Europe. L'éradication de ces fléaux, faut-il le rappeler, appelle une action concertée et diligente de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies. Je me réjouis à cet égard de la création du Centre des Nations unies pour combattre le terrorisme, financé et abrité par l'Arabie saoudite. Je me réjouis également de la proposition faite par notre secrétaire général de désigner un coordonnateur des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et voudrais l'assurer du soutien de la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, la criminalité transfrontalière, le trafic de la drogue, la traite des êtres humains, les actes de piraterie dans le golfe de Guinée et la dégradation de l'environnement sont autant de menaces dans le monde en général et dans l'Afrique en particulier. C'est à juste titre que l'Organisation maritime internationale recense dans son rapport annuel de 2010 la côte ouest africaine parmi les 6 principaux foyers de la piraterie dans le monde. Certes, la responsabilité des mesures à mettre en œuvre pour combattre ces fléaux incombe d'abord aux États de la sous-région et aux principales organisations sous-régionales. Je me réjouis à cet égard de ce que le 41e sommet de la CEDEAO réuni à Yamoussoukro les 28 et 29 juin 2012 ait décidé de convoquer un sommet conjoint des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour prendre des mesures concertées sur la piraterie et la criminalité transfrontalière organisée dans le golfe de Guinée, conformément à la résolution 2039 du Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, la bonne volonté qui les anime, malgré donc la bonne volonté qui anime les pays de la sous-région, ces pays ne peuvent pas venir à bout à eux seuls des menaces qui pèsent sur la sécurité maritime. Mon pays accueille avec satisfaction la proposition du secrétaire général de faciliter l'organisation d'un sommet des chefs d'État de la région devant permettre l'élaboration d'une stratégie régionale de lutte contre la piraterie maritime en collaboration avec l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombre de pays africains et non africains, souhaite vivement que notre organisation puisse adopter à terme rapproché un traité juridiquement contraignant sur le commerce des armes suite aux efforts déployés par toutes
les parties pour parvenir à un consensus. La communauté internationale ne doit pas manquer l'opportunité historique de mieux réguler, à défaut de l'interdire, un commerce dont les conséquences conduisent chaque année à la mort de quelques 500 000 personnes et qui est la source principale d'un nombre important de violations des droits humains, de déstabilisation de nos États, d'aggravation de la paupérisation des populations et surtout de menaces constantes à la paix, à la sécurité régionale et internationale. Madame la Présidente, concernant les relations entre développement économique et environnement, la conférence mondiale sur le développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil en juin dernier donne la pleine mesure de ce que nous sommes capables de faire ensemble en vue de l'édification d'un monde meilleur pour les générations actuelles et celles à venir, car les effets conjugués des crises alimentaires, énergétiques et écologiques menacent la paix et la sécurité de l'humanité. Des moyens existent pour parvenir à un monde débarrassé de la famine et de la faim, et cela relève du domaine du possible. Je voudrais me permettre, Madame la Présidente, de souligner que, en ce qui concerne le dossier du système international, nous souhaiterons vivement, au moment où nous entreprenons le 8e round des négociations intergouvernementales consacrées à la réforme du Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire voudrait lancer un appel à la flexibilité et à l'esprit de compromis de toutes les délégations. Il importe d'agir vite, car la composition du Conseil de sécurité est la clé de voûte du système de sécurité collective, en ce sens que cette composition devait être conçue pour lui donner le maximum d'efficacité. En effet, le Conseil de sécurité, pour qu'il puisse être efficace dans ses décisions, lorsqu'il consacre les 2/3 de son temps de travail au continent africain, il nous apparaît plus qu'impératif que l'Afrique dispose d'une position de membre permanent avec droit de veto et selon les modalités définies dans le consensus d'Elzueni. En prenant dûment en compte la volonté des chefs d'État et de gouvernement africains, la réforme du Conseil de sécurité pourrait être une occasion historique que la communauté internationale se devra de saisir pour réparer une anomalie dans les relations internationales. Fort de ce qui précède, je forme le vœu que les prochaines négociations sur la réforme du Conseil de sécurité soient couronnées de succès pour voir un Conseil véritablement représentatif des réalités de notre histoire commune et du monde d'aujourd'hui. Madame la Présidente, je voudrais vous demander de me permettre de dire quelques mots sur la situation de mon pays, la Côte d'Ivoire. Grâce au précieux soutien de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, la Côte d'Ivoire est sortie de la crise militaro-politique qui a sérieusement secoué les bases de son développement économique et social près d'une décennie durant. Résolument engagée sur la voie de la reconstruction post-conflit et dans un souci de cohésion nationale, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès considérables au plan politique, économique, social, sécuritaire et humanitaire depuis le 21 mai 2011, date officielle d'entrée en fonction de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. Ces résultats ont été possibles grâce à la détermination du gouvernement ivoirien à mettre en œuvre les 3 axes prioritaires définis par le Président de la République dès sa prise de fonction, à savoir la sécurité et la stabilité, pour lesquels les efforts conjugués du gouvernement et de l'ONUCI ont permis une évolution positive de la situation, même à l'ouest du pays qui constitue la zone la plus difficile. Deuxième élément, la réconciliation nationale à travers la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui sert de cadre permanent de concertation. La reconstruction et la relance économique qui sont déjà en bonne voie
avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à plus de 8% en cette année 2012. La conjoncture économique s'est largement améliorée avec le soutien de nos partenaires au développement, notamment depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en juin 2012. L'allègement de la dette qui en découle et l'adoption du plan national pour la période 2012-2015 permettent à la Côte d'Ivoire d'atteindre à terme rapproché un taux de croissance économique à 2 chiffres, indispensable pour faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020, selon la vision du président Alassane Ouattara. Je voudrais, avant de terminer, Madame la Présidente, indiquer que la Côte d'Ivoire estime qu'au niveau des Nations Unies, votre prédécesseur avait entamé un dialogue interactif informel sur la question de la responsabilité de protéger. Au sortir de ce forum fort utile et rempli de leçons apprises, la Côte d'Ivoire, à l'instar du secrétaire général des Nations Unies, demeure convaincue que le principe de responsabilité de protéger est arrivé à maturité et qu'il s'agit maintenant de le rendre opérationnel. Sur cette base, la Commission de la CEDEAO et le Global Center for Responsibility to Protect ont conjointement organisé à Abuja, au Nigeria, un forum sur le principe de la responsabilité de protéger. Une rencontre similaire sur le même sujet est prévue en Côte d'Ivoire à la fin de cette année. Madame la Présidente, je voudrais, en conclusion de mon propos, renouveler les remerciements de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, de son gouvernement et du peuple ivoirien aux Nations Unies, à la communauté internationale tout entière pour leur engagement en faveur de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, condition essentielle de son développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Agradezco al ministro de Relaciones Exteriores de Costa de Marfil. Doy la palabra al excelentísimo señor Pierre Moukok. Je voudrais d'abord dire que je suis heureux de rencontrer donc la presse après la déclaration que nous avons faite tout à l'heure au nom du président Alassane Ouattara. Cette déclaration a été faite pour indiquer la position de la Côte d'Ivoire sur un certain nombre de dossiers importants, que ce soit donc le dossier du Mali et de la Guinée-Bissau, que ce soit donc le dossier donc de la paix dans le monde, et que cela concerne la situation même en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé donc de passer ce message et je dois dire que c'est une rencontre ici à New York qui a été riche en ce sens que nous avons rencontré la plupart des partenaires de la Côte d'Ivoire. Après, bien sûr, avoir rencontré le secrétaire général des Nations Unies qui nous a fait donc l'amitié de nous recevoir. Donc les choses se passent très très bien. Nous sommes heureux surtout du dénouement, disons que du dossier du Mali et qui doit permettre, puisque tout le monde parle d'une même voix, d'aller donc de l'avant. C'est un dossier très important au niveau donc de la CEDEAO. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous écoutons vos questions et apportons donc des réponses. Merci encore une fois. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a le dénouement du dossier du Mali. Est-ce que l'ONU a donné son accord pour le déploiement des forces de l'Union africaine?
ce que je voulais d'abord dire, disons que quand je parlais de dénouement, vous savez que ça a été un peu long, les discussions sur le dossier donc, du Mali, en ce sens que, rappelez-vous, c'était les 14 et 15 septembre dernier, il y a eu une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abidjan, suivie donc le 17 septembre du Conseil des ministres en matière de médiation et de sécurité. Et sur la base des conclusions donc, de ces deux réunions, le président Alassane Ouattara, président donc, de la CEDEAO, a bien voulu nous envoyer avec le ministre de l'Intégration à Bamako pour discuter avec nos amis maliens du dossier malien, en ce sens qu'ils avaient écrit au président de la CEDEAO pour demander une assistance militaire. Il fallait expliquer dans quelles conditions la CEDEAO pouvait donc intervenir. Et il y a eu des discussions. On n'avait pas abouti à un accord total. Et le 23 septembre dernier, après donc une visite du ministre de la Défense et du chef d'état-major malien à Abidjan, on est arrivé à un accord qui a permis donc d'avancer ici, parce qu'avant-hier, nous avons une réunion de la CEDEAO ici, à New York, et l'ensemble des 15 pays ont parlé de même voix sur le dossier CEDEAO, ce qui a facilité la réunion sur le Sahel. Il s'est devenu donc ce matin, et nous avons entendu au niveau de la communauté internationale la décision déjà d'appuyer donc la CEDEAO et le Mali sur ce dossier. Mais effectivement, vous avez raison, il faut que le dossier suive son cours, puisqu'il faut aller à l'UIA, et ensuite de l'UIA donc au niveau des Nations Unies. Mais les conditions sont créées pour permettre, après la résolution 2056, qui avait donc été adoptée en son temps et qui apportait l'appui politique des Nations Unies, que nous puissions donc voir l'appui dans le cadre donc, du chapitre 7 des Nations Unies. Donc les choses avancent positivement maintenant, puisqu'il n'y a pas de divergence entre les différents États donc, de la CEDEAO. La question suivante est, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire un peu à la population ivoirienne et tous les Africains qui savent que la Côte d'Ivoire traverse des moments de difficulté, puisque vous avez prononcé ce soir les problèmes de sécurité en Côte d'Ivoire, quelles sont les mesures que la Côte d'Ivoire prend et puis qu'est-ce que les États-Unis peuvent apporter aussi? Au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que je voulais vous dire, que voilà un pays qui a connu une stabilité importante de 1960 jusqu'à 1999, où il y a eu un coup d'État militaire. Et ensuite, il y a eu des élections que l'ancien président a qualifiées lui-même de calamiteuses. Nous avons eu une dizaine d'années de période plus ou moins stable jusqu'aux élections donc, de 2010. Depuis lors, disons qu'il y a eu une crise post-électorale, comme chacun sait, qui s'est donc terminée par la reconnaissance du président Alassane Ouattara, qui a donc été mise en, disons que, investi donc le 21 mai 2011. Il a mis un programme en place avec son gouvernement, programme qui comprend 3 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est d'abord la paix et la sécurité. Le deuxième axe, c'est la réconciliation nationale. Et le troisième axe, c'est la reconstruction et la relance économique. Sur le premier axe dont vous parlez, il y avait donc, disons que la sécurité en Côte d'Ivoire. Ces derniers temps, il y a eu quelques remous, quelques soubresauts, mais je pense que ça fait partie donc, des épiphénomènes qu'il ne faut pas prendre trop en compte. Le dossier est maîtrisé en ce sens que, d'abord, il y a la mise en place d'un Conseil national de sécurité que préside le président de la République lui-même. Vous savez que le ministre de la Défense est ministre auprès du président de la République. La deuxième chose, c'est qu'il y avait des situations difficiles à partir des frontières ouest et la frontière est. Au niveau de la frontière ouest, ce dossier a été réglé. Madame Johnson Sirleaf, président du Libéria, coopère très largement avec la Côte d'Ivoire. Nous avions à peu près 300 000 réfugiés au plus fort de la crise au Libéria. Nous en avons moins de 80 000 actuellement et tous doivent être entrés avant la fin de l'année. Sur la frontière est avec le Ghana, il y avait moins de gens, il y avait à peu près 16 000 réfugiés au Ghana, mais comme vous le savez, il y avait donc certains anciens pontes de l'ancien gouvernement. Bon, il y a quelques mouvements de déstabilisation qui ont lieu à partir donc, de la frontière est, mais le président John Dramani Mahama, qui est venu à Abidjan, a assuré la Côte d'Ivoire qu'il prendrait toutes les mesures de manière à éviter donc ces actions. Je pense qu'il faut faire confiance à ce président
et que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana ne vont que se renforcer. C'est ce qui a été donc retenu lors donc, de nos discussions donc, à Abidjan. Donc moi je pense que ces phénomènes, ce sont des phénomènes qui vont être totalement maîtrisés. Ce qui est important, c'est le troisième aspect dont je vous parlais, qui est la relance économique au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Ce pays connaîtra cette année une croissance de 8 à 9%. Vous savez que le président Ouattara veut faire de ce pays un pays émergent en 2020. C'est important donc que nous puissions travailler de manière à ce que la situation continue de s'améliorer. Vous voyez donc le nombre de missions économiques qui affluent donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Ces phénomènes de gens qui veulent éventuellement perturber donc, cette bonne marche, ça ne pourra pas marcher. Voilà ce que je veux vous dire. Alors, monsieur le ministre, peut-être moi, ce que je voulais intervenir, c'est Oui. au deuxième aspect. Vous avez parlé de la réconciliation nationale et c'est la voie obligée pour un développement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Puisqu'on sent encore qu'il y a des remous parmi les opposants. C'est pourquoi nous sentons qu'il y a encore des incursions, des tueries. C'est une chose à ne pas négliger puisque la vie humaine n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, ce que je disais tantôt, d'abord concernant la réconciliation. Vous savez qu'il y a eu une commission, dialogue, vérité et réconciliation, présidée par le Premier ministre Charles Konabani, qui doit, disons, qu'il y a un délai de 2 ans pour fournir donc ce rapport. Ils avancent, même si, comme toute chose, c'est au résultat final qu'on verra donc, disons, que le travail qui a donc été abattu. La deuxième chose, je me permets donc de dire, c'est qu'on a offert à l'opposition plusieurs canaux de dialogue. Il y a eu un séminaire qui a été organisé à Grand-Bassam. La plupart de l'opposition a participé donc à ce dialogue, sauf certains, effectivement, membres du FPI. Vous savez qu'il y a eu les élections législatives qui ont eu lieu en décembre dernier, et à ces élections, une frange du FPI a participé. Et ce sont des indépendants actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a quelques purs et durs qui estiment qu'il faut poser comme condition la libération du président Gbagbo d'abord avant de dialoguer. Vous savez en fait que cela ne dépend plus de la Côte d'Ivoire puisqu'il est actuellement à La Haye. Je pense que de plus en plus les gens sont conscients que nous devons tous travailler ensemble pour bâtir ce pays et c'est vers ça que nous allons. Oui. Vous avez tout de suite, dans votre intervention, dit que la conjoncture économique en Côte d'Ivoire a considérablement diminué. Nous savons que le panier de la ménagère est toujours élevé. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je n'ai pas dit que ça a diminué, ça s'est amélioré plutôt. Oui, ça s'est amélioré, voilà Oui, ce que je veux dire. voilà. Oui, le panier de la ménagère aujourd'hui est encore élevé, c'est encore cher. Qu'est-ce que de façon concrète est fait pour pouvoir résoudre ce D'accord. problème? Vous savez, quand vous avez passé 10 années de crise, même quand vous travaillez fort, malheureusement, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer. Même si on sent, et quand vous allez à Abidjan, regardez déjà la propriété de la ville d'Abidjan. Regardez donc le visage des Ivoiriens. C'est un indice important. Parce que les visages sont moins tendus, sont plus ouverts. Alors le panier de la ménagère, quel est le problème? Le problème, c'est que les prix sont déterminés par la loi de l'offre et de la demande. L'offre n'est pas assez suffisante en matière de production au niveau des vivriers. Nous sommes venus d'ailleurs ici à New York avec le ministre de l'Agriculture. Vous savez en fait qu'on a fait un programme national pour la relance de l'agriculture et notamment l'agriculture vivrière. Parce que ce que les gens mangent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tellement le cacao. On produit 1 400 000 tonnes, mais on l'exporte. Ce que les gens mangent, c'est la banane, c'est le riz, c'est, disons que la tchéké. Ce sont les productions donc locales, c'est les produits vivriers. Donc c'est cet élément-là que nous allons relancer. Lors donc de la réunion d'Abidjan et lors de la rencontre ici à New York, la communauté internationale, en liaison avec la Côte d'Ivoire, vont financer pour 2040 milliards de francs CFA pour lancer l'agriculture d'ici 2012 à 2015. Vous voyez, et le secteur vivrier est un élément donc important. Donc vous allez voir les choses changer. C'est normal, hein, vous savez, les gens, dès qu'on est sorti de la crise, on veut avoir la situation comme avant. Mais vous savez, on part de très loin. Est-ce que vous savez que l'année dernière, il y a eu une décroissance, c'est-à-dire une baisse de croissance de 4,7%. Et cette année, on passe à 8%. Et le président Alassane Ouattara a demandé que nous ayons une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire 10% et au-delà dès 2013-2014. Et vous savez aussi, son ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020.
Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. Bien sûr que le chemin est encore un peu difficile, mais vous allez voir que les choses vont continuer à changer. Je terminais en disant qu'avoir le nombre d'investisseurs, il n'y a pas de semaine en Côte d'Ivoire où vous n'avez pas donc des investisseurs étrangers qui viennent, que ce soit donc des Européens, Français, Allemands, etc., des Asiatiques, et disons que ceux d'Amérique latine, etc. Donc ça indique que les gens savent que la Côte d'Ivoire, comme on dit, est de retour. Voilà. C'est à quand le retour de la BAD? La BAD. Je reprends à la BAD et puis je passe à vous. Le retour de la BAD, il y a eu de longues discussions. Vous savez que nous avons d'abord signé le nouvel accord de siège entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de retaper leur ancien siège. Ils ont demandé un terrain nouveau qui juste l'ancien terrain qu'on leur a accordé. Nous sommes en train de rénover le CCIA parce qu'il veut venir rapidement. Une partie de l'équipe arrive à la fin de cette année. Le gros des troupes commence à venir en 2013 et 2014. Voilà. Il y a à peu près entre 1500 et 2000 personnes qui vont venir sur la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de la réconciliation tout à l'heure. Oui. Et nous savons que le Mali, oui. puis la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Alors quel message vous pouvez adresser à toute la population africaine aux États-Unis et dans quelle mesure nous pouvons nous unir aussi pour participer à la bonne marche de l'Afrique? Non, mais c'est un dossier important que vous évoquez. Il est essentiel, en fait, pour prendre le cas des pays que vous avez cités, qui sont tous membres de la CEDEAO. Vous savez que la CEDEAO comprend 15 pays et ça rassemble cet espace régional 300 millions d'habitants. Si nous nous unissons, si nous travaillons ensemble, cette région va repartir très très fort. Actuellement, malgré la difficulté, si la CEDEAO était un pays, ce serait la 25e puissance dans le monde. Vous voyez? Donc si nous disons que nous travaillons, ça va repartir très très fort. Surtout qu'il y a, comme vous le savez, l'Afrique a les plus grandes réserves en matière de pétrole, en matière de minerais, etc. On ne pourra pas les citer tous ce soir, mais il faut que nous puissions, d'une part, avoir la paix et la stabilité, la bonne gouvernance, et comme vous l'avez dit, la coopération à ce niveau, et que nous ayons les hommes. La formation des hommes est essentielle. Et c'est ce qui est en train donc de se faire. Je pense en fait que, de toute façon, tout le monde sait que c'est la prochaine frontière, c'est l'Afrique. Ça veut dire qu'après la Chine, après donc l'Asie, c'est maintenant l'Afrique. Et les gens l'ont anticipé, et c'est pourquoi ils commencent à venir prendre des positions au niveau de l'Afrique. Non, ça fait rien. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, c'est gentil. Oui. Ma question, peut-être que pour être la dernière, okay. C'est, vous avez parlé d'un pays émergent, c'est-à-dire les futurs. Vous avez parlé des projets pour la relance de la Côte d'Ivoire, mais vous avez parlé de la population. Quand je vois la population, je vois la tranche du futur, c'est-à-dire les jeunes. Qu'est-ce que le président Ouattara a comme programme? Ce qui se fait actuellement, puisque ces jeunes gens, la plupart sont sur la rue, ils ne savent pas quoi faire, et dans les futurs vont constituer un danger. Qu'est-ce que vous avez comme programme pour ces gens, aujourd'hui et demain? Vous savez que dans son programme, il a indiqué qu'il allait offrir 1 million d'emplois. 1 million d'emplois d'ici 2015. Vous savez, c'est un monsieur qui tient ses promesses. Donc, si je peux vous dire, nous allons suivre ça ensemble, et en 2015, nous allons faire le point. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? D'abord, il faut remettre les jeunes à l'école. Est-ce que vous vous rappelez que l'université ivoirienne a été totalement retapée? Ça a coûté plus de 100 milliards de francs CFA. À Abidjan, à Bouaké, à Daloa et à Korogo. Il a promis de faire, disons que, 5 universités pendant donc son mandat. Parce qu'en réalité, la vraie richesse d'un pays, ce sont les hommes, ce sont les ressources humaines. La Côte d'Ivoire a eu ce bond parce qu'il y avait des hommes de qualité. Elle doit repartir et devenir un pays émergent parce qu'il va y avoir des hommes formés, tant au niveau donc local qu'au niveau donc de l'ensemble de la communauté internationale. C'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Il y a d'abord l'auto-emploi. Il faut aider les jeunes à s'installer eux-mêmes parce que la fonction publique est, disons que, saturée. Il faut aussi aider les entreprises à revenir puisque, en fait, la croissance en Côte d'Ivoire a toujours été donc menée par le secteur privé. Quand la croissance a lieu en Côte d'Ivoire, 65% des investissements faits dans le pays viennent du secteur privé. Donc vous comprenez pourquoi le président Alassane Ouattara parcourt le monde pour faire venir donc les investisseurs au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi vous avez tant de missions économiques qui viennent au niveau donc de la Côte d'Ivoire. La place est là pour leur permettre donc de s'installer et permettre aussi aux Ivoiriens d'avoir le know-how en se frottant
disons qu'à la communauté donc, internationale, aux hommes d'affaires de qualité du monde entier, ils en tirent un bénéfice et eux-mêmes peuvent lancer leurs affaires. Et je dois vous dire d'ailleurs que nous allons voir en 2013 la diaspora ivoirienne qui va avoir une grande rencontre à Abidjan, de manière aussi à ce que cette diaspora apporte son savoir-faire au niveau donc, du pays. Je voudrais donc, en terminant sur ce point que vous avez évoqué, vous dire que lorsqu'il y a eu des appels à candidature, notamment au CPC, qui est le centre ivoirien d'investir en Côte d'Ivoire, c'était quelqu'un de la diaspora qui a donc été retenu à ce poste. Concernant donc la Société nationale de développement industriel, lorsqu'il y a eu aussi l'appel d'offres, c'est la diaspora. Pourquoi? Parce que pendant le temps où les étudiants faisaient la grève à Abidjan et tout ça, ceux qui étaient à l'extérieur continuaient de travailler et ont acquis des diplômes et ils sont utiles à ce niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous dis qu'en 2013, nous allons avoir une réunion donc, sur la diaspora à Abidjan, de manière à ce que nous puissions savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour la diaspora et qu'est-ce que la diaspora peut faire pour la Côte d'Ivoire. Plus fort. Oui, l'université est ouverte. Je vous en prie. Merci bien. À bientôt. Bonne soirée. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.